Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue à Enjeu. Il est facile, devant les crimes les plus crapuleux, de sombrer dans des instincts primaires, de laisser parler nos émotions, de crier vengeance. C'est justement ce que veut éviter notre système de justice, qui est basé sur le droit et qui traite tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais au-delà des principes, il y a la réalité. Malheureusement, la justice ne s'arrête pas toujours qu'au verdict des juges. Il y a l'autre justice, la justice parallèle, toujours cruelle. Celle de l'acharnement des médias, du zèle des policiers ou de la violence de co-détenus. Dans leur reportage, mes collègues Michel Vincent et Jean-Claude Lefloc posent deux questions qui nous interpellent. Combien de fois a-t-on condamné des suspects avant même qu'ils n'aient comparu en cour? Et surtout, sait-on réellement ce qui se passe derrière les barreaux? Et à Sherbrooke, Marcel Blanchette s'est reconnu coupable du meurtre prémédité d'Isabelle Bolduc. Blanchette a immédiatement été condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Regarde le père d'Isabelle. Regarde le père d'Isabelle. Regarde bien yeux. C'est sous les injures que Mario Bastien, 29 ans, a été amené pour être accusé du meurtre prémédité d'Alexandre Libernoche. La fillette de 3 ans aurait été battue pendant 3 jours avant de succomber à ses blessures. Sa mère, Isabelle Blin, et son ami Michel Otis ont tous deux été formellement accusés de meurtre. De tous les temps, les crimes les plus crapuleux ont toujours soulevé l'indignation populaire. La colère ou la rage, là, à la base, c'est un sentiment d'injustice. Ce sentiment d'injustice entraîne un défoulement collectif très médiatisé, souvent suivi de représailles derrière les barreaux. L'indignation du public se nourrit d'abord des témoignages des proches rapportés par les journalistes. Le lendemain matin, vers 7 heures, j'écoute la télévision, puis je vois un garçon couché dans la rue, un accident cette nuit, un garçon de 18 ans a été poignardé, puis bon, mais je reconnais pas mon fils, je le vois tout simplement couché dans la rue. J'ai dit, ça se peut-tu? 18 ans, même âge que Jim. Je pense que pas 3 minutes après, le téléphone sonnait, c'est mon ex-femme qui m'appelait de l'hôpital, me disant qu'il est arrivé quelque chose, que c'était grave, et de m'emmener le plus tôt possible. La mort de June est survenue à la suite d'une altercation lors d'une rencontre avec 2 hommes en pleine nuit sur la rue Frontenac, dans l'est de Montréal. C'est qu'après que j'ai su que c'était un tournevis qui avait été planté par derrière. Par derrière? Oui, bien, d'après ce que j'ai reçu, le tournevis est rentré ici, a sorti là. Ça pas inquiète, c'est pas un garçon qui disait ou qui prenait quoi que ce soit. Et 5 ans plus tard, quel sentiment vous anime? Écoute, on s'en ennuie de plus en plus parce que, tu sais, on se regarde à la TV ou dans le miroir, puis nous autres, on vieillit, mais tu as toujours la photo de ton fils qui a toujours 18 ans, là, il vieillit plus avec toi, là. Est-ce que vous comprenez ceux qui veulent se venger? Je les comprends très bien. L'indignation pousse aussi parfois des proches à se venger, comme ce père qui, il y a quelques années, a battu ce chauffeur d'autobus scolaire qui abusait des écoliers, dont son fils. La réaction du pédophile, ça a été de dire « c'est pas ma faute à moi, c'est les enfants qui voulaient ça ». Et là, le père a dit « j'ai perdu la carte » quand il a fait cette remarque-là, qui se comprend un petit peu, il s'est mis à le frapper. Pas un parent qui prévoit que la possibilité que son enfant puisse se faire agresser sexuellement à 5 ans, mettons, ou même à n'importe quel âge. C'était une réaction immédiate et qui se comprenait, qui était compréhensible à ce moment-là. Et les jurés ont cru que l'accusé n'avait pas l'intention de commettre le crime. Et c'est là qu'il a été acquitté. La population en général n'est pas si différente du père, ou de la réaction du père ou de la mère ou des proches de la victime, peut-être juste au niveau de l'intensité. Mais on a cette même... on est répugné par ce genre de crime-là parce que c'est un crime qui à quelque part, ne devrait pas exister. Là. On n'a pas à se faire justice soi-même, sauf que je pense pas qu'on va pouvoir empêcher ça. D'ailleurs, c'est arrivé à la
famille Côté à la prison de Sherbrooke, où ils ont été tabassés par d'autres détenus. Le juge note aussi que l'accusé n'a jamais regretté ses gestes, s'attaquant d'abord à une enfant, puis à une jeune adulte malade à l'hôpital. Au sujet des agressions que sa fille l'accuse d'avoir commises avec ses fils qui les ont reconnus, Côté a continué de nier. Quand Rénal Côté est entré, on a vu tout de suite qu'il avait été tabassé. Moi, ça m'a un peu choqué, parce qu'après tout, à ce moment-là, il était encore innocent aux yeux de la loi. Généralement, il y avait un sentiment de satisfaction qu'il ait été battu en prison. Les gens trouvaient que ça en était bien fait pour lui. On a une facilité à voir l'agresseur comme un pervers, une bête, un monstre, puis une facilité à voir la victime comme étant innocente, pure. Non seulement, je pense, ça vient chercher peu d'émoi, mais ça peut aller chercher même de la satisfaction. Enfin, il a eu ce qu'il méritait. Il le méritait. Oui, il le méritait. En tout cas, dans l'opinion du public, c'était clair. Puis je pense qu'il y avait... on a réagi avec une certaine joie, je pense, au fait qu'il avait été battu. Chez les journalistes aussi? J'ai pas entendu de grands cris d'indignation. Un crime grave provoque dans l'opinion publique un mouvement d'indignation. D'une certaine façon, il y a deux solutions en face des crimes graves. Soit que la société se charge de punir, soit qu'on laisse aux familles, aux gens concernés, le soin de se défendre et de punir. Mais à ce moment-là, la punition, ça devient de la vengeance. Le sentiment de vengeance, c'est pas toujours une solution, je pense pas. Dans le cas de mon fils, quand même que moi je fais tuer ce gars-là, que je le tue moi-même ou quoi que ce soit, ça ramène pas mon fils. Si vous me dites que, écoute, si je le fais passer, mon fils revient, ça ferait longtemps qu'il serait plus de ce monde, ça c'est sûr. Robert Choquette a longtemps songé à se venger, mais n'est jamais passé aux actes. Les détenus allaient cependant s'en charger en frappant l'assassin qui s'est retrouvé à l'hôpital dans un état comateux. C'est de valeur que ça vienne pas me la part dans certains cas, mais en tout cas. Si vous étiez derrière les murs avec lui, il en mangerait une. Faudrait pas qu'il me pile 5 pieds, mettons. Ils l'ont pas frappé à mon goût, si on veut. Le désir de vengeance est considérable et il n'y a aucune de ces personnes qui soit premièrement prête à pardonner et deuxièmement qui pense que la sentence prononcée par le juge a été suffisamment sévère. Il faudrait envisager là, de ramener la peine de mort dans certains cas. Là. Quand c'est évident, mais aujourd'hui, à cause des lois qui sont trop clémentes, on dirait qu'on protège les bandits. C'est bon, là. Ça sert à rien de gaspiller de l'argent pour passer en cours avec ça. Là. On pense ça tout de suite sur la place publique. Les meurtres gratuits et les agressions sexuelles font toujours l'objet d'une très large couverture dans les médias. Dans l'affaire Côté, on peut cependant se demander si les policiers et les journalistes ne sont pas allés trop loin. Moi, c'est la première fois que je voyais cette espèce, dans les médias, je voyais cette espèce de lynchage médiatique. Je discutais avec un ami qui se demandait ce qu'elle allait mettre en première page de son journal. Et à ce moment-là, je lui avais dit, bien, écoute, les policiers de Sherbrooke font une conférence de presse concernant une histoire absolument épouvantable. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est un cas qui est très rare. Je n'ai jamais vu autant de violence faite à une jeune dame. Dans le cas de Rénal Côté, on parle d'un inceste. Donner le nom de l'accusé, c'était également dévoiler le nom de la victime. Mais dans ce cas-là, on ne s'est même pas gêné. On a carrément tout donné, c'est-à-dire les photographies, les noms. Les déclarations des policiers sortaient un peu de l'ordinaire. C'est évident que ça impressionne. Et ça nous avait un peu saisi, effectivement. Résultat, dans les heures qui ont suivi leur arrestation, Côté et un de ses fils étaient sauvagement battus. Moi, je pense que c'est directement lié, évidemment, au traitement de la nouvelle. La notion de la présomption d'innocence est carrément bafouée. On l'a châtié avant même qu'il soit jugé. Maître Bénard a représenté Côté lors de sa toute première comparution. L'information circule assez facilement. C'est pas parce qu'on est en détention qu'on n'a pas accès à de l'information traitée de façon médiatique, c'est-à-dire les télévisions, les journaux, tout ça.
Les masses médias ont un peu la fonction de la commère des villages d'autrefois. Hein? Ils attisent l'indignation populaire. Et là, on en vient presque à être dans un système inquisitoire, c'est-à-dire, ça va être à toi, mon bonhomme, de nous démontrer que tu n'es pas coupable de l'infraction qu'on t'accuse. Alors, c'est dangereux, c'est très dangereux. Les policiers jouissent d'une crédibilité importante auprès de la population. Et lorsque ces policiers-là, lors de conférences de presse, émettent des commentaires sur la nature du dossier, on peut penser que la population, en général, va entériner, adopter le commentaire ou les commentaires faits par les policiers. Maître Gagnon, qui a pris la relève dans l'affaire Côté, s'inquiète, lui, des relations de plus en plus étroites entre policiers et journalistes. Ce n'est pas un hasard qu'on voit des individus entrer au palais de justice escortés des policiers. Les journalistes ont été prévenus par les policiers. Ce qui semble évident, c'est que dans des cas extrêmes, les policiers vont effectivement procéder de la sorte. On va choisir ça. Ils vont être plus lents au moment d'amener le type à la voiture ou sinon, ils vont carrément le descendre de voiture. Ça s'appelle de la mise en scène. Faire du journalisme, c'est pas une pièce de théâtre. Moi, j'appelle ça de la manipulation. Tentative de manipulation. Le regard de nombreux journalistes, caméramans, photographes. Robert Maltais du Conseil de presse du Québec s'indigne de cette pratique. Les journalistes ne sont pas des policiers, pas des agents secrets. Alors, qu'est-ce que c'est que cet abus, cette rapidité de vouloir condamner sans procès? Est-ce qu'on on va un peu vite, hein? Quelqu'un est accusé aujourd'hui, puis il est déjà devant la caméra, puis il est déjà pratiquement coupable. Parfois, le jugement médiatique est beaucoup plus sévère, a beaucoup plus d'impact que le jugement de la Cour. On ne tue pas l'individu, mais c'est comme une mise à mort symbolique, si on veut. Jean Pichette, ancien journaliste au Devoir et professeur à l'UQAM, estime que ce lynchage médiatique n'est pas sans rappeler les pratiques du Moyen Âge ou du Far West. Peu importe ce qu'il arrivera au terme du procès, si procès il y a, parce que des fois, il n'y en a même pas de procès, parce qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour amener l'individu en cour. Donc, même s'il y a un procès, et même si l'individu est trouvé, n'est pas reconnu coupable, donc il est innocent, il est trouvé innocent, il y a un procès médiatique qui a eu lieu, il y a eu un lynchage médiatique, il a été mis à mort symboliquement, et il n'est pas dit que l'individu va s'en remettre. Ce qui est inquiétant lorsqu'on sait que 40 des accusés sont innocentés au terme de leur procès. Je peux même vous dire que parfois, j'ai entendu des histoires où il y avait même la collaboration des gardiens de prison quand, par exemple, arrive quelqu'un qui a commis une agression sexuelle épouvantable sur des enfants. Les gardiens vont l'oublier dans un corridor quelques minutes, sachant très bien qu'il va avoir une leçon. Il est évident que les prisonniers eux-mêmes, à l'intérieur, vont administrer une certaine forme de sentence. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait à Rénal Côté à l'intérieur des murs? Est-ce que vous avez enquêté là-dessus? J'ai pas enquêté là-dessus, mais les policiers nous en ont parlé pendant le procès. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Des prisonniers l'ont attrapé à l'extérieur de la cellule, alors qu'il était aux toilettes, et ils l'ont forcé à manger ses excréments. C'est ce qu'on nous avait dit à l'époque. En plus de le battre? Oui, en plus de le battre. Est-ce que M. Côté portait plainte? Non, pas du tout. Pourquoi? Par crainte de représailles additionnelles. Les détenus, de leur propre initiative, comprennent qu'il souvent il est préférable pour eux de ne pas parler. La société dit, ces gens-là doivent être mis à l'écart, il leur arrivera ce qui leur arrivera, nous, on s'en lave les mains, c'est fini. Ils sont sortis de notre société. Si notre jugement est un jugement à l'effet qu'ils sont des déchets, il s'ensuit nécessairement qu'on les abandonne à leur sort et voilà, organisez-vous. Si vous mourrez, c'est tant pis pour vous. C'est ce qui est arrivé à cet ancien prêtre américain reconnu coupable d'abus sexuels sur un jeune garçon et condamné à 10 ans de prison. Après avoir été battu plusieurs fois, il a dû être transféré dans un autre pénitencier. Le 24 août dernier, il a été attaché, bâillonné et étranglé par un autre détenu
alors qu'ils se trouvaient dans une aile à sécurité maximum. Les gardiens aujourd'hui disent avoir été incapables d'intervenir à temps. C'est des préjugés qu'on retrouve en société qui sont exacerbés en milieu carcéral. Donc, ceux qui commettent des crimes contre les femmes, contre les enfants, contre des personnes vulnérables, des personnes âgées, c'est sûr que lorsqu'ils se retrouvent incarcérés, ils vont devoir faire face à de l'opposition, à de la répression et éventuellement à être assassinés, oui. Nous sommes à Port-Cartier, un pénitencier à haute sécurité où on envoie des condamnés qui, ailleurs dans d'autres établissements, pourraient se faire tuer. Une prison aux mesures de sécurité exceptionnelles où se retrouvent des tueurs, des abuseurs d'enfants, des délateurs ou d'anciens policiers. Sur les quelques 200 détenus, une quarantaine ont été placés en isolement total, coupés complètement du reste de la population carcérale. Bonjour, M. Saville. Bonjour. C'est le cas de cet ancien policier haïtien reconnu coupable en 90 du meurtre de l'amant de sa femme et condamné à perpétuité. Le gars m'a demandé de quitter la maison. J'ai dit non, c'est vous qui va quitter la maison. Et à le même moment, il est sauté sur un bâton de baseball qui était en arrière de lui. Il court sur moi, commençait à lancer des coups. J'ai esquivé un premier coup, j'ai esquivé un deuxième coup qui me prend dans la main et c'est là que j'ai sorti l'arme, j'ai tiré sur lui. Mais, aux yeux des détenus, Albert Duterville a commis dans son passé des crimes beaucoup plus graves. Avoir été policier et surtout informateur pour la Sûreté du Québec. En plus, depuis plusieurs années, il mène une lutte acharnée contre le système carcéral, ce qui équivaut à une déclaration de guerre. Les représailles à l'intérieur des murs, habituellement, sont à l'endroit des gens qui agressent les enfants, des violeurs de femmes. Vous, dans votre cas, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on s'en prenne à vous comme ça? On a filtré des informations aux autres détenus. C'est à partir d'une fuite, d'une information confidentielle qui existait à son dossier, à le fait qu'il avait été un ancien policier. C'est assez évident qu'il y a eu participation de gardiens. Alors, l'information, selon toute vraisemblance, a été donnée à un détenu. Et c'est la seule façon qu'on peut expliquer pourquoi, en une courte période, il a été battu 5 fois par des co-détenus. Selon son avocat, il existe un lien direct entre cette situation et une plainte pour discrimination raciale logée par Duterville. À partir du moment où les autorités ont su qu'il avait fait une plainte à la Commission canadienne des droits et libertés, alors la situation s'est dégradée rapidement pour lui. Albert Duterville n'est plus l'ombre de l'homme qu'il était avant de se retrouver derrière les barreaux. À plusieurs reprises, j'ai été victime des voies de fait par les détenus. Depuis le début de son incarcération, il a été victime d'agressions sauvages à plusieurs reprises, mais jamais aussi graves que celle survenue à Donnacona. Le 31 août 1996, il a été agressé par une soixantaine de détenus à coups de battes de baseball et de barres de fer. J'étais fort parce que j'étais gros, j'étais musclé. J'ai bloqué des coups de bâton de baseball partout. J'ai reçu des coups au visage. Je suis encore vivant. Je pense que c'est parce que Dieu a voulu que je sois vivant. En plus de la demi-douzaine de fractures graves qui ont nécessité de multiples opérations, Duterville vit depuis en isolement total, 24 heures sur 24. J'ai demandé de me placer en isolement pour ma protection. J'ai peur de me faire consigner à me faire agresser ou de me faire tuer en milieu carcéral. Les autorités, notamment dans le système correctionnel, manquent souvent de fermeté. Il y a, je dirais, une mollesse assez généralisée. Les coupables, eux, s'en sont tirés avec 6 mois de prison supplémentaires et continuent de vivre avec les autres détenus. Les autorités correctionnelles achètent la paix de toutes sortes de manières, y compris en fermant les yeux sur les bagarres, la brutalité, les règlements de compte. Pourquoi vous partez pas plainte? Pour éviter de me faire agresser, continuer à agresser, je pense que de me faire tuer en milieu carcéral, je n'ai jamais voulu porter des plaintes. Si vous étiez moi, vous n'allez pas non plus porter des accusations. Je n'attendais pas ça, surtout au Canada. Il vit dans des conditions qui ne sont pas acceptables aussi selon
les lois qu'on s'est données pour protéger les gens qui sont à l'intérieur des institutions. Voilà, ça c'est les dossiers simplement de l'année en cours et de l'année antérieure d'Amnesty sur tous les pays du monde. Alors ici, voilà, ça c'est Canada 2003. Puis si vous l'ouvrez, bien, vous allez effectivement tomber sur le cas de M. Duterville qui est là. Et puis, en novembre dernier, Amnesty International émettait un communiqué dénonçant les mauvais traitements à l'endroit d'Albert Duterville. Comment se fait-il qu'à l'intérieur du système correctionnel canadien, dans un pays comme le nôtre, quelqu'un ait pu subir une telle violence, à la fois de la part d'autres détenus et possiblement aussi à la fois de la part de gardiens qui, soit de façon active ou de façon passive en laissant faire, ont facilité cette violence-là. Amnesty réclame la tenue d'une enquête du solliciteur général du Canada. Une demande restée lettre morte jusqu'à maintenant. Mais vous comprendrez avec moi que peut-être que les autorités canadiennes n'y tiennent pas du tout, parce que ça peut être un peu lever le couvercle sur la marmite et là se rendre compte qu'il y a des situations peut-être plus graves qu'on l'anticiperait dans un pays comme le nôtre. La notion d'enquête en milieu carcéral est souvent une façon de faire pour couvrir le système d'abord et avant tout et non pas nécessairement prévenir les problèmes. C'est tout à fait inacceptable. On ne peut pas accepter dans une société que des gens qui sont entre les mains de l'État soient agressés. Monsieur Duterville, il y a tout lieu de penser que c'est pas un cas unique. Il y a un autre détenu qui m'a envoyé une lettre et il m'écrit pour me dire que on a laissé dans sa cellule, on a lancé dans sa cellule une corde de 6 pieds. Une corde lancée par un gardien. Voyez-vous? Et il me donne un échantillon de la corde qu'on a laissée dans sa cellule. Alors qu'on sait que dans les zones de confinement, les taux de suicide ou de tentative de suicide sont 10 fois plus élevés que dans la population générale. Il ne faut pas devenir des criminels, nous aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui a été un criminel. Si on juge collectivement une personne et qu'on appelle à la violence collective pour que cette personne-là soit jugée et châtiée, on se trouve effectivement à rendre la collectivité violente. Quand la personne arrive avec le visage tuméfié, tout le monde le voit, le juge le voit, mais personne ne fait réellement de commentaires là-dessus. Si un détenu en Europe subit des mauvais traitements, alors à ce moment-là, les autorités ont l'obligation de prouver que la cause des blessures, c'est pas eux. Alors au Canada, on n'en est pas encore rendu là. On se dit, ben eux, ils n'ont pas raison d'être violents. Moi, j'ai raison. Parce que cette personne-là, c'est une personne qui mérite d'être jugée et ça me donne le droit à ma violence. Légalement, la peine de mort est abolie. Socialement, c'est pas sûr. Et quand on détruit la vie de quelqu'un parce qu'on l'a jugé globalement, ben, c'est un geste qui est aussi, à mon avis, condamnable que celui qui va détruire la vie de quelqu'un d'autre tout seul.